Je m'appelle Frédéric Bocard, je suis directeur de recherche au CNRS, je suis microbiologiste généticien de formation. J'anime une équipe de recherche à l'Institut de biologie intégrative de la cellule à Gif-sur-Yvette. La biologie intégrative de la cellule n'est qu'une partie de la biologie fondamentale. Nous nous intéressons en fait aux différentes facettes du fonctionnement de la cellule avec des approches variées qui nous permettent de caractériser en fait les processus depuis les molécules ou même les atomes jusqu'au fonctionnement cellulaire, à la division cellulaire, à la morphologie des cellules et à l'organisation en organisme. Un génome, donc, c'est l'enchaînement des nucléotides dans la molécule d'ARN ou d'ADN qui va coder le patrimoine génétique de l'organisme ou de l'entité, si c'est un virus ou un phage chez les bactéries. Alors un nucléotide, donc, c'est une base dont l'enchaînement, en fait, va permettre de coder les gènes. Alors dans les molécules d'ADN en général, dans les organismes comme les bactéries ou l'humain ou la souris ou la drosophile, le support génétique, donc le matériel héréditaire, est en fait une molécule d'ADN double bras. De manière assez simpliste, le mode de vie d'un organisme vivant est codé dans son matériel génétique. Alors ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que le matériel génétique peut être modifié, donc c'est toutes ces modifications qu'on appelle épigénétiques qui vont en fait s'ajouter à la séquence intrinsèque de la molécule d'ADN. Donc, soit par des modifications des bases elles-mêmes, donc de la molécule d'ADN elle-même, soit en faisant interagir un certain nombre de protéines sur cette molécule d'ADN qui vont lui donner une spécificité, une propriété certaine. Le système CRISPR-Cas9 a effectivement été appelé ciseau moléculaire, puisque en fait c'est un système qui va permettre de couper la molécule d'ADN. C'est pas du tout un outil de la main de l'homme, hein. Cette enzyme est codée par le chromosome de la bactérie. Alors en général, une enzyme est une protéine, mais on sait qu'on a des molécules d'ARN aujourd'hui qui ont une activité enzymatique. Donc ça peut être un ARN ou une protéine, donc qui ont une activité enzymatique et donc qui vont être responsables pour la réalisation d'une réaction chimique. Donc ça peut être modifier une autre protéine, ça peut être couper une protéine, ça peut être couper une molécule d'ADN, ça peut être couper une molécule d'ARN, mais ça peut également transférer une espèce chimique sur une autre molécule. Alors pour bien comprendre tout ça, peut-être il faut revenir un petit peu en arrière. Donc en fait, ce sont des laboratoires de microbiologie donc, qui s'intéressaient au génome de bactéries qui ont découvert dans les années 2000 que en fait, les génomes de bactéries pouvaient comporter des séquences répétées. Quelques années plus tard, en 2007, il y a un autre groupe qui était localisé en France, Danisco, hein, de ferments lactiques, et ils ont découvert en fait que ces séquences répétées dans certains génomes bactériens se retrouvaient en fait sur des génomes de bactériophages. Et donc en fait, ils ont émis l'idée que les bactéries en fait avaient sélectionné les séquences du phage, les avaient intégrées dans leur génome et les utilisaient comme système de défense. Ce qui a été démontré en 2007, c'est que effectivement, les séquences qui étaient intégrées dans le chromosome bactérien pouvaient être transcrites à l'aide d'une enzyme qui était codée par la bactérie, étaient en fait capables de couper l'ADN du bactériophage au niveau de la séquence qui était reconnue et qui avait été assimilée dans le chromosome de la bactérie. Le système CRISPR-Cas9, c'est en fait une assez grosse protéine qui va être associée à deux molécules d'ARN qui vont en fait activer son activité nucléase pour le premier système qui a été caractérisé. Lorsqu'il y aura un appariement entre ces molécules d'ARN qui sont associées à l'enzyme avec la molécule d'ADN homologue. Et donc quand on aura ce complexe assemblé Cas, donc qui est l'enzyme avec l'activité nucléase, les deux ARN associés à l'enzyme, et que ces ARN-là vont être associés à la cible au niveau du chromosome de ADN double brin, en fait, on va avoir activation. En fait, ce qu'on peut faire avec ce système-là de manière simple, c'est d'inactiver des gènes, c'est d'insérer des gènes, c'est de créer ou de réparer certaines mutations,
ou même on peut réarranger génétiquement le génome. On peut faire des grandes délétions, on peut s'intéresser à faire des fusions entre différents chromosomes, entre différentes parties de chromosomes. Et donc en fait, c'est quelque chose que on a l'habitude de manipuler dans les laboratoires. C'est simplement là, on a une enzyme avec une activité et une spécificité telle qu'elle va nous permettre de faire de l'édition, donc de la modification des génomes, mais également d'étudier leur régulation et aussi de visualiser le fonctionnement dans les cellules vivantes. Donc non seulement chez les organismes modèles qu'on utilisait avant, mais par exemple dans des organismes pathogènes comme le plasmodium, hein, l'agent responsable de la malaria, comme chez Toxoplasma, l'agent responsable de Toxoplasmose, comme chez des plantes, comme chez des insectes, ou même chez des bactéries qui étaient peu facilement manipulables génétiquement. Donc ça, c'est une vraie révolution au niveau du spectre d'hôtes. L'autre révolution, c'est au niveau de la facilité et du coût. Les enzymes Cas, en fait, sont des produits naturels, donc relativement faciles à produire, et les gènes peuvent être clonés et manipulés facilement. Et donc, ce sont des expériences qu'on peut faire quasiment dans tout laboratoire équipé pour réaliser des approches de biologie moléculaire. On est en fait peu concerné où on va pas travailler sur des plantes, par exemple, qu'on va disséminer dans la nature. Je pense qu'en France, on a le législateur qui est très présent et qui fait très attention aux applications qu'on peut faire de toutes ces manipulations génétiques. Et donc là, on a des choses qu'on a le droit de faire et des choses qu'on n'a pas le droit de faire. Donc ça, c'est très clair. Par contre, dans différents pays, on a vu des exemples en Chine où il y a eu des expériences qui ont été faites qui n'étaient pas déontologiquement acceptables, en France en tout cas. Et donc effectivement, les technologies CRISPR-Cas vont permettre théoriquement de réaliser beaucoup de choses, donc de modifier le patrimoine génétique au niveau d'un embryon, au niveau de plantes, au niveau d'insectes. Et donc, effectivement, il va falloir que le législateur soit très attentif et qu'il surveille et qu'il encadre en fait toutes les applications qu'on va pouvoir faire avec ces expériences. Donc, effectivement, on va pouvoir corriger le génome d'embryons qui porteraient des mutations responsables de maladies. On peut imaginer également des stratégies pour éradiquer des populations d'insectes, par exemple, qui pourraient être des vecteurs du paludisme. Donc ça, sur le papier, on est capable de le faire. Il y a des gens qui l'ont fait en laboratoire. Donc la question, c'est comment on va permettre, comment on va cadrer l'application de ces expériences dans la nature. La révolution CRISPR-Cas, c'est la révolution en biologie du début du XXIe siècle. Je pense que c'est une parmi d'autres. Je pense qu'il est essentiel de soutenir la recherche fondamentale en biologie. C'est en étudiant des génomes de micro-organismes, de bactéries, sur a priori des études sans intérêt d'application directe, qu'on a découvert ces outils-là et on ne sait jamais ce qu'on va trouver et c'est ce qui fait tout l'intérêt de la recherche et c'est en faisant ces recherches sur de l'inconnu en fait qu'on va caractériser des nouvelles propriétés et des nouveaux mécanismes qui vont pouvoir générer des nouveaux outils.